Bob Dylan a gardé son nom secret pendant 60 ans. Mais aujourd'hui, à 83 ans, il se confie enfin. Il l'a rencontré pour la première fois en 1963. Il a écrit ses chansons les plus célèbres à son sujet. Et après leur séparation, il n'a plus jamais été le même. Même ses amis les plus proches ignoraient de la vérité. Les aveux stupéfiants de Dylan expliquent tout. L'accident de moto, sa période de conversion et les raisons de sa disparition au sommet de sa gloire. Bob Dylan, de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, est né le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota. Ses parents, Abram et Beatrice, appartenaient à une petite communauté juive. À 6 ans, Bob contracta la polio et son père y contracta la maladie. La famille déménagea alors à Hibbing, une ville minière froide où sa mère avait grandi. C'était un endroit rude, peuplé de métallurgistes aux hivers rigoureux. Le froid, le silence et le son des cornes de brume de la ville voisine de Duluth marquèrent les premières pensées de Bob. C'était un garçon calme et asthmatique, souvent perdu dans ses pensées. Ses origines familiales remontaient à l'Ukraine et à la Lituanie, et ce mélange d'histoire et d'épreuves se retrouverait plus tard dans sa musique. Tout a basculé lorsque Bob a entendu pour la première fois du rock and roll à la radio. Il avait environ 10 ans lorsqu'il a découvert Elvis Presley et Hank Williams. La musique l'a profondément marqué. Il disait que la voix de Hank lui avait donné l'impression d'être électrifié. Cette sensation l'a poussé à s'asseoir au piano familial et à jouer à l'oreille. Il avait un don naturel. Il n'avait pas besoin de partition. Il écoutait et jouait, tout simplement. Ses accords étaient étranges mais puissants, et cela ne passait pas inaperçu. Sa famille possédait des cinémas locaux, et Bob assistait donc à de nombreux spectacles musicaux sur grand écran. À 14 ans, il se tourne vers la guitare et commence à former des groupes. Il est fasciné par Little Richard, non seulement par sa musique, mais aussi par ses tenues extravagantes et sa présence scénique. Bob voulait lui ressembler. Au lycée, Bob se consacre entièrement à la musique. Il fonde un groupe appelé les Golden Chords et joue un rock and roll énergique et rapide. Lors d'un spectacle de talents à l'école, il jouait si fort que le proviseur aurait coupé le micro. Cet épisode est entré dans la légende de Dylan, même si certains de ses camarades ont par la suite affirmé que les faits ne s'étaient pas déroulés exactement ainsi. Quoi qu'il en soit, l'énergie brute et rebelle de Bob a marqué les esprits. Dans son annuaire de lycée, on pouvait même lire qu'il rêvait de rejoindre Little Richard. Il ne plaisantait pas. Déjà à l'époque, Bob avait une drôle d'habitude. Il inventait des histoires. Il racontait à ses camarades qu'il était orphelin et qu'il venait du Nouveau-Mexique. Rien de tout cela n'était vrai, mais il aimait bien inventer des histoires. Quand il a déménagé à Minneapolis en 1959, ses mensonges sont devenus encore plus gros. Il racontait toutes sortes d'histoires inventées. Dans une interview, il a même plaisanté sur le fait d'avoir perdu son grand amour, d'être devenu alcoolique, d'avoir travaillé comme cuisinier et d'avoir contracté la tuberculose. Tout cela n'avait aucun sens, mais cela faisait partie de son numéro. Il utilisait même de faux noms, comme Saint Gunn. Bob ne se contentait pas de jouer de la musique. Il se construisait un personnage. Il avait vu des musiciens, et même des catcheurs faire de même. Il avait compris qu'être artiste impliquait d'avoir une histoire, même si elle n'était pas réelle. La même année, Bob s'inscrivit à l'Université du Minnesota. Mais l'école ne l'intéressait pas. Il emménagea dans un petit appartement au-dessus d'une pharmacie à Dinkytown, un quartier peuplé d'étudiants, de poètes et de marginaux. Là, il trouva ce qu'il cherchait vraiment. Il jouait dans les cafés du coin pour quelques dollars par soir, se faisant parfois renvoyer pour avoir demandé plus. C'est dans l'une de ces petites salles qu'il s'est présenté pour la première fois comme Bob Dylan. L'origine de ce nom reste un mystère. Certains disent qu'il s'inspire du poète Dylan Thomas, d'autres d'un cow-boy d'une série télévisée. Quoi qu'il en soit, le nom lui est resté. À Dinkytown, quelqu'un lui a offert un livre, l'autobiographie de Woody Guthrie, Bound for Glory. Ce livre a tout changé. Bob abandonne la guitare électrique pour se mettre à l'acoustique. Il commença à écrire des chansons aux sonorités plus folk et engagées que rock and roll. Fin 1960, il termina ses études. Il fit ses valises et quitta définitivement le Minnesota. Dans le froid glacial de janvier 1961, Bob Dylan, alors âgé de 19 ans, descendit d'un bus à New York, une guitare, une valise et un rêve à la main. Il venait de traverser un hiver rigoureux, près de 24 heures après avoir conduit depuis le Minnesota. Un seul but, rencontrer Woody Guthrie. Guthrie était le héros de Dylan depuis sa lecture de « En route pour la gloire », le livre qui racontait l'histoire d'un jeune homme en quête de musique et de sens. Guthrie était désormais malade, interné dans un hôpital psychiatrique du New Jersey et souffrait lentement de la maladie de Huntington.
mais Dylan fit tout de même le voyage. Et, d'une manière ou d'une autre, même dans cette chambre d'hôpital silencieuse, il eut l'occasion de chanter pour l'homme qui avait façonné sa vision de la musique. Guthrie, à peine capable de parler, tendit à Dylan un mot sur lequel était écrit « Je ne suis pas encore mort ». Ce moment le marqua profondément. De retour chez lui, Dylan écrivit « Strong to Woody ». Ce fut l'une des 2 seules chansons originales de son premier album. Il a emprunté la mélodie de Guthrie tirée de 1913 Massacre pour l'écrire, comme le faisaient les chanteurs folk. Ils se transmettaient le répertoire. Quelques mois plus tard, Dylan a eu sa première véritable chance. John Hammond, de Columbia Records, a décelé en lui un potentiel que les autres n'avaient pas perçu. La plupart des gens du label pensaient que Dylan était une erreur. On le qualifiait de folie d'Hammond. Mais Hammond avait déjà découvert des stars. Billie Holiday, Arthur Franklin, et il n'allait pas reculer maintenant. Il signa Dylan chez Columbia en octobre 1961. Dylan n'avait pas d'avocat. Il n'en avait pas besoin, disait-il. J'aurais signé n'importe quoi. Les séances d'enregistrement furent rapides et peu coûteuses. Seulement 42 $ pour 3 après-midi. Mais ce ne fut pas facile. Dylan n'arrivait pas à rester au micro, crachait toutes les P, sifflait tous les S et détestait refaire les prises. « Je ne peux pas chanter 2 fois la même chanson d'affilée », leur avait-il dit. Cette obstination n'a pas aidé son premier album, qui s'est à peine vendu à 5-0 exemplaires la première année. Mais Hammond y croyait, et il avait raison, car ces 5-0 exemplaires n'étaient que le début. À peu près à la même époque, Dylan rencontra une personne qui allait tout changer, Suze Rowe. Jeune, intelligent, belle et profondément engagée politiquement, elle était la fille d'anciens membres du Parti communiste. Elle avait grandi dans un contexte de contestation et d'activisme. Dylan fut immédiatement séduit par son énergie et, début 1962, ils emménagèrent ensemble. Suze lui ouvrit de nouveaux horizons. Elle l'initia à la poésie, aux films étrangers, au théâtre d'avant-garde et surtout à la politique. Grâce à elle, il commença à voir au-delà des simples chansons. Il commença à percevoir un sens à sa vie. Des chansons comme Masters of War et The Death of E.M.T.T. Till sont nées de cette influence. De même que l'une de ses images les plus emblématiques, le couple marchand, bras dessous sur la couverture de The Free Wheel and Bob Dylan. Ils ressemblaient à n'importe quel jeune couple amoureux, mais en eux, la pression montait. La célébrité de Dylan grandissait. Leurs personnalités s'opposaient. En 1964, c'était fini. L'amour qui avait contribué à façonner sa voix n'a pas résisté à la tempête qu'il avait lui-même déclenchée. Mais Greenwich Village était toujours là. Il était devenu le centre névralgique de la musique folk. Chaque soir, les cafés vibraient au son des guitares et des voix. Dylan jouait au Café Wa, le Repair Folk de Goethe, à Bitter End, dans tous ces lieux importants. C'était une vie rude. Des appartements minuscules et froids, de la nourriture bon marché, des poules empruntées, mais c'était magique. On pouvait arpenter McDougall Street et entendre l'avenir résonner à chaque porte. Les artistes s'observaient, apprenaient les uns des autres, rivalisaient et collaboraient. Cette pression a rendu Dylan plus affûté, plus rapide, plus intrépide. Elle l'a aussi rendu plus étrange. Dylan a commencé à bâtir sa propre légende. Dans les interviews, il racontait des histoires extravagantes et totalement fausses. Un jour, il a confié à Playboy qu'il s'était mis au rock après avoir perdu son grand amour, joué aux cartes, été un China in Phoenix et s'être réveillé dans une salle de billard. Il prétendait avoir vécu avec une jeune fille de 13 ans et avoir été mannequin pour Charles Atlas. Lorsque l'intervieweur lui demanda si tout cela l'avait mené au rock, Dylan répondit « Non, c'est comme ça que j'ai attrapé la tuberculose. » Rien de tout cela n'était vrai, mais tout semblait plausible. Il ne voulait pas être Robert Zimmerman du Minnesota. Il voulait être Bob Dylan, quel qu'il soit. Alors, il improvisait. Alors même que ses histoires devenaient plus étranges, ses chansons gagnaient en intensité. En 1962, il écrivit sur la mort de E.M.T.T. Till. L'année suivante parut la mort tragique de Hattie Carroll, une chanson qui bouleversa les auditeurs par sa vérité à la fois calme et brutale. Hattie était une femme noire tuée par un riche homme blanc. Le meurtrier fut condamné à 6 mois de prison. Dylan ne se contentait pas de pointer du doigt. Il racontait toute l'histoire, le peuple, le système, le silence. Ce n'était plus seulement une protestation, c'était de la poésie. À l'été 1963, le monde commençait à le remarquer. Dylan jouait au Newport Folk Festival, la plus grande scène de musique folk. Il n'avait que 22 ans, mais déjà, le public connaissait son nom. Il monta sur scène vêtu d'une chemise militaire délavée et chanta « Blowing in the Wind », Joan Baez.
Pete Seeger et Freedom Singers. Puis vint We Shall Overcoming. La foule le ressentit. Le magazine Billboard qualifie à ce moment de plus puissant du festival. C'était évident pour tous. Dylan n'était plus seulement un membre de la scène, il la menait. Sa relation avec Joan Baez contribua à cette ascension. Elle était déjà célèbre lorsqu'ils se sont rencontrés, mais elle croyait en lui, l'a fait monter sur scène, a chanté ses chansons et l'a aidé à percer. En 1963, ils étaient partenaires sur scène comme en dehors. Ensemble, ils ont chanté lors de la marche sur Washington, juste avant le discours « I Have a Dream » du Dr. King. Mais la célébrité a un prix. En 1965, lors de la tournée britannique de Dylan, il a emmené Baez avec lui, mais ne l'a pas autorisé à chanter. Elle se sentait abandonnée, le cœur brisé. Quand il s'est remarié quelques mois plus tard, c'était fini. Baez écrivait des chansons sur sa douleur, notamment Diamonds and Rust. Puis vinrent les temps qui changeaient. Le titre à lui seul était un message fort. Sorti en 1964, il s'adressait à un pays sous le choc. JFK venait d'être assassiné. Les manifestations pour les droits civiques prenaient de l'ampleur et la guerre du Vietnam menaçait. Dylan savait ce qu'il faisait. Il l'a écrite comme un hymne. Sénateur, député, écoutez l'appel. Un ami Louis a demandé « C'est quoi ce truc ?» Dylan a haussé les épaules. C'est ce que les gens veulent entendre. Et ça a marché. La chanson a traversé les générations et les océans. Elle a atteint la 9e place des charts britanniques. Les critiques l'ont qualifiée d'intemporelle. Même au fil des ans, les paroles ont trouvé un nouveau sens pour chaque génération qui les entendait. Cette même année, Dylan a commencé à changer à nouveau, cette fois-ci de l'intérieur. Il a pris du LSD, s'est mis à lire Rambo. Ses chansons sont devenues surréalistes. Il ne voulait plus accuser personne. Il voulait peindre des images avec des mots. Lors d'un voyage en voiture début 1964, il écrivit « Chimes of Freedom », une chanson qui ne suivit aucun chemin tracé. Elle jaillit d'elle-même. And June. Lors d'une nuit d'enregistrement, il but du vin et enregistra 14 chansons en 3 heures. Ce fut la révélation d'une autre facette de Bob Dylan, un signe évident que sa période de contestation touchait à sa fin. Ce qui suivit allait changer à jamais le rock. En 1965, Bob Dylan bouleversa le monde de la musique. Il sortit Bringing It All Back Home. Et ce n'était pas un simple album folk. La première partie déferla avec des instruments électriques, des guitares, une batterie, un groupe au complet. Elle s'ouvrait sur un blues souterrain empreint de nostalgie. Et dès les premières secondes, on comprenait que quelque chose avait changé. Les fans de folk étaient perplexes. C'était le même homme qui chantait autrefois accompagné d'une simple guitare acoustique et d'un harmonica. Le voilà maintenant en pleine ascension vers le rock électrique. Mais Dylan savait parfaitement ce qu'il faisait. La seconde moitié de l'album restait acoustique, mais les textes étaient devenus plus sombres, plus incisifs, plus étranges. C'était comme s'il dévoilait à tous deux les facettes de sa personnalité. Un pied dans le passé, l'autre déjà lancé à toute vitesse vers l'avenir. Et le dernier morceau, c'est la fin. Baby Blue sonnait comme un adieu. Pas seulement à un être aimé, mais peut-être à toute la scène folk qui avait tenté de le freiner. Puis vint Like a Rolling Stone. 6 minutes. Du jamais vu pour un single. Les maisons de disques la détestaient. Les radios refusaient de la diffuser. Elle était trop longue. Trope Crew. Mais un événement étrange se produisit. Un soir, dans une boîte de nuit new-yorkaise. Un exemplaire du morceau passa et le public fut conquis. Ils supplièrent le DJ de le passer en boucle jusqu'à ce que le disque soit usé. Le lendemain matin, les radios appelaient, implorant d'en obtenir des copies. Même si les DJ devaient retourner le vinyle à mi-chemin pour passer le morceau en entier, le public s'en fichait. Les paroles étaient percutantes. L'orgue accompagnait la voix de Dylan, et l'ensemble semblait infini, dans le bon sens du terme. Paul McCartney disait que ça n'en finirait jamais. Frank Zappa a même plaisanté en disant qu'il avait envie d'abandonner la musique après l'avoir entendue. C'était d'une puissance incroyable. Quelques jours plus tard, Dylan montait sur scène au Newport Folk Festival. Bottes de cuir noir et attitude assurée. Il semblait prêt à jouer quelques morceaux doux. Mais non, il brancha sa guitare. Accompagné d'une guitare électrique et d'un orgue, il interpréta avec fougue Maggie's Farm. Et la foule explosa de joie. Certains applaudissaient, d'autres jouaient, des gens pleuraient. Pete Seeger aurait même crié qu'il voulait couper les câbles électriques à la hache. Ce moment, celui où Dylan passait à l'électrique devant une foule de fans folk à la fois déconcertés et furieux, est entré dans la légende. Après seulement 3 chansons, il a quitté la scène. Puis, comme pour calmer la tempête, il est revenu seul et a joué 2 morceaux acoustiques. Mais le mal était fait, ou peut-être l'évolution irréversible.
Il ne reviendrait pas à Newport avant 37 ans. L'orgue, avec son timbre envoûtant et vibrant comme une pierre qui roule, faillit ne jamais voir le jour. Un guitariste de 21 ans, Al Cooper, était présent pour assister à l'enregistrement. Mais lorsque le producteur quitta la pièce, Cooper se glissa discrètement derrière l'orgue, un instrument dont il ignorait même le fonctionnement. Par chance, l'orgue était déjà allumé. Il ne jouait que lorsqu'il était sûr des accords et se taisait dans le cas contraire. Cette hésitation créait un étrange et magnifique délai dans les notes. Lorsque le producteur revint et aperçut Cooper à l'orgue, il ritardando. Mais Dylan apprécia ce qu'il entendit et leur demanda de monter le volume de l'orgue dans le mixage. La partie de Cooper a été conservée dans la version finale. Et voilà comment une ligne d'orgue fortuite est devenue iconique. Le moment le plus marquant s'est produit en 1966 à Manchester, en Angleterre. Dylan était en tournée et divisait chaque concert en deux. Acoustique d'abord, puis électrique. Les fans de folk adoraient la première partie, puis vint la seconde. Accompagné de son groupe, Dylan se lança dans des morceaux électriques. Après l'un d'eux, quelqu'un dans la foule cria un seul mot, Judas. C'était brutal. Une accusation en bonne et due forme. Dylan ne brancha pas. Il se pencha vers le micro et répliqua « Je ne te crois pas. Tu es un menteur. » Puis il se tourna vers le groupe et lança « Jouez fort et ils obéirent. » Comme une pierre qui roule, le son résonna dans la salle avec la force du tonnerre. Personne n'oublia cette nuit-là. Pendant des décennies, on a cherché à savoir qui avait proféré l'insulte. 2 hommes l'ont revendiqué, mais personne n'en a jamais été certain. Cette même année, Dylan s'est marié discrètement. Lors d'une pause dans sa tournée, il a épousé Sarah Lone sous un chêne à Long Island. La cérémonie était intime. Si intime que la plupart de ses amis ignoraient même que Sarah était enceinte, et Dylan tenait à ce que ce moment leur soit propre. Interrogé à ce sujet, il a nié. Ce n'est que des mois plus tard qu'un journal a révélé l'affaire. Leur relation était compliquée. Sarah avait travaillé comme mannequin et secrétaire. Elle a rencontré Dylan alors qu'il était encore lié à Joan Baez et Suze Ruttello. Mais c'est Sarah qui l'a épousé, même s'il l'a d'abord gardé secret. À cette époque, Dylan travaillait également sur Blonde on Blonde, un double album qui allait devenir l'un de ses plus grands succès. Il recherchait un son qu'il décrivait comme un mélange de finesse et de sauvagerie, à la Mercury. Les sessions à New York ne se déroulèrent pas comme prévu. Il se rendit donc à Nashville. Là, avec des musiciens de studio de premier ordre, il enregistra la majeure partie de l'album en quelques jours seulement. Ils travaillèrent jusqu'à tard dans la nuit, galvanisés par le café, l'adrénaline et sans doute d'autres choses encore. À un moment donné, Dylan commença à jouer un nouveau morceau qui sonnait comme une fanfare ivre. Le producteur plaisanta en disant que ça ressemblait à l'Armée du Salut. Dylan demanda s'il pouvait en trouver une, et ils l'eurent. C'est ainsi que naquèrent les titres d'ouverture de l'album Rainy Day Women No. 12 and 35. Mais ce succès avait un prix. La tournée mondiale de 1966 fut éprouvante. Chaque soir, Dylan commençait par un concert en solo, puis revenait avec son groupe pour la partie électrique. Et chaque soir, les fans le huaient, le sifflaient et quittaient de la salle. D'Evil'n'Ville. La scène était la même. Des applaudissements pour la version acoustique, une vague de colère pour la version électrique. Il était épuisé. Robbie Robertson a déclaré plus tard que Dylan semblait au bord du gouffre. Une nuit, il a failli se noyer dans la baignoire d'une chambre d'hôtel. Dylan était sous l'emprise de la drogue et des vapeurs. Après le dernier concert à Londres, il pouvait à peine parler sur scène. Puis vint l'accident. Le 29 juillet 1966, Dylan a fait une chute mortelle à moto près de Woodstock. Les détails restent flous. Aucune ambulance n'est intervenue. Aucun rapport d'hôpital n'a été établi. Certains pensent que l'accident était moins grave qu'il n'y paraissait. D'autres croient qu'il était grave, mais qu'on a voulu le dissimuler. Dylan lui-même a laissé entendre plus tard que l'accident était une échappatoire, un moyen de fuir les projecteurs, la pression et peut-être la drogue. Quoi qu'il en soit, il a disparu de la vie publique pendant longtemps. Dans les mois qui suivirent, Dylan trouva la paix à Woodstock. Il séjourna chez sa famille, coupait du bois, se promenait dans les bois avec son chien et composait de la musique avec les Hawks dans le sous-sol d'une maison rose. Cette maison, surnommée Big Pink, devint le berceau d'un son totalement nouveau. Après son mariage avec Sarah Lone en 1965, Dylan se consacra à sa famille. Il adopta sa fille, Maria, et ensemble, ils eurent 4 autres enfants en quelques années seulement. L'homme qui semblait autrefois au bord de l'épuisement accompagnait désormais sa fille à l'arrêt de bus scolaire et passait ses après-midi à écrire ou à peindre en toute tranquillité. Son assistant déclara un jour n'avoir jamais vu un père de famille aussi dévoué.
C'était en 1969 et Dylan monta sur scène devant 150 personnes pour son premier concert complet depuis des années. Les Beatles étaient dans le public. Elton John et Jane Fonda aussi. Le concert a failli être annulé. Son fils Jesse s'est blessé pendant le voyage et a dû être hospitalisé. Dylan a dû arriver à la dernière minute. Malgré tout, il a chanté dans un costume crème clair et a offert une prestation country plus douce qui a surpris plus d'un. Ce soir-là, Dylan ne se contentait pas d'interpréter des chansons. Il montrait au monde qu'il avait changé. Mais ce qui suivit stupéfia même ses fans les plus fidèles. En 1970, il sortit un album intitulé Self-Portrait, qui déconcerta presque tout le monde. La musique semblait bâclée. La pochette paraissait réalisée à la hâte, et les critiques le démolirent. L'une d'elles commençait d'ailleurs par ces mots restés célèbres. « C'est quoi ce truc? » Des années plus tard, Dylan admet que ce n'était pas un hasard. Il avait créé cet album pour repousser les gens. Il en avait assez d'être idolâtré, assez d'être considéré comme un prophète. Alors il leur a donné quelque chose qu'ils ne pouvaient pas aimer. Le plan s'est retourné contre lui. L'album a tout de même été certifié disque d'or. Et avec le temps, certains ont même commencé à l'appeler Misunderstood, un signe précoce que Dylan avait toujours une longueur d'avance. 3 ans plus tard, il retrouva le groupe pour enregistrer un nouvel album intitulé Planet Waves. Les sessions furent rapides et intenses, et le résultat offrit à Dylan son premier album numéro 1. Puis vint la tournée. Elle fut colossale. Des millions de personnes tentèrent d'acheter des billets, mais seule une infime partie y parvint. Elle devint la tournée la plus lucrative de l'histoire à l'époque. Mais la pression montait en coulisses. Le groupe se désagrégeait. Le mariage de Dylan battait également de l'aile. Il confiera plus tard que tout a basculé lorsqu'il a commencé à prendre des cours de peinture en 1974. Quelque chose en lui a changé et, dès lors, Sarah ne l'a plus jamais compris. Cette rupture émotionnelle se ressent dans son album suivant. L'album Blood on the Tracks, sorti en 1975, donnait l'impression que Dylan rouvrait une plaie. Bien qu'il ait nié que l'album parle de son mariage, la douleur qui s'en dégageait racontait une autre histoire. Son fils, Jacob, affirmera plus tard que l'album était bel et bien consacré à ses parents. Dylan lui-même admit qu'il contenait une part de vérité. Les chansons étaient brutes, amères et profondément personnelles. Il a même réenregistré la moitié de l'album après que son frère ait donné un avis mitigé sur la première version. Le résultat fut l'un des albums de rupture les plus poignants de l'histoire de la musique. Puis vint la tournée la plus folle de sa carrière. La tournée Rolling Thunder n'était pas une simple tournée. C'était un spectacle itinérant avec des poètes, des dramaturges et des stars du rock. Dylan se maquillait le visage en blanc sur scène et invitait des inconnus à se joindre à lui en cours de route. C'était chaotique, spontané et totalement inédit pour les fans. Il recherchait quelque chose de plus grand que la musique, quelque chose de théâtral, de symbolique et de personnel. Et au cœur de tout cela, Dylan tentait encore de sauver son mariage. Un soir de 1975, Sarah est arrivée au studio. Leur relation battait de l'aile, mais Dylan y voyait une opportunité. Il a demandé au groupe de jouer, s'est tourné vers Sarah et a dit « Celle-ci est pour toi ». Puis il a chanté Sarah, une chanson sur leur vie commune alors qu'elle se tenait juste de l'autre côté de la vitre. Un silence pesant s'est installé dans la salle. C'était brut, c'était authentique, et pendant un instant, ça a fonctionné. Ils se sont brièvement remis ensemble. Sarah a même rejoint la tournée et est apparue dans l'étrange film de Dylan, Ronaldo et Clara. Mais les fissures étaient trop profondes. Tout s'est effondré définitivement. En 1977, Sarah descendit un matin et trouva une autre femme chez eux, assise avec Bob et les enfants. Une violente dispute éclata. Elle affirma qu'il l'avait frappée. Les documents judiciaires décrivaient un comportement erratique et de la peur. Dylan nia la violence, mais ne put nier les dégâts. Ils se sont livrés à une véritable guerre pour la garde des enfants, l'argent et les souvenirs. Elle a obtenu la moitié de tout, y compris les droits sur de nombreuses chansons écrites par Dylan pendant leur mariage. Une des conditions de l'accord était qu'elle ne parle jamais de leur vie commune, et elle a tenu parole. Des années plus tard, Dylan a reconnu ne pas avoir été un bon mari. Il pensait que cela durerait toujours, mais ce ne fut pas le cas. À la place, il laissa derrière lui une musique empreinte de chagrin et d'authenticité, des chansons qui disaient la vérité, même lorsqu'il tentait de la dissimuler. En 1978, lors d'un concert à San Diego, quelqu'un jeta une petite croix en argent sur scène. Dylan la ramassa. La nuit suivante, dans une chambre d'hôtel solitaire à Tucson, il affirma avoir senti Jésus le toucher physiquement. Il tremblait de tous ses membres. Ce moment le transforma. Il devint un chrétien évangélique,
Peu après, il se fit baptiser, suivit des cours d'études bibliques et sortit un album de gospel. Il abandonna ses anciens chants contestataires et partit en tournée avec un répertoire entièrement consacré à la foi. Les fans étaient perplexes, les critiques acerbes, mais Dylan n'en avait cure. Du moins pas encore. La réaction fut immédiate. À certains concerts, des spectateurs déchirèrent leurs billets et quittèrent de la salle en réalisant ce à quoi ils s'étaient engagés. Devant les salles, d'autres suppliaient de leur vendre leurs billets à 15 $ pour seulement 5 $. Entre les chansons, Dylan prêchait sur la fin des temps et citait les Écritures. Il annonçait le retour de Jésus. Il a mis en garde contre la guerre au Moyen-Orient. Il n'était plus seulement un chanteur, il était devenu un prédicateur de rue avec une guitare, ce qui lui a aliéné une grande partie de ses fans. En 1983, Dylan a commencé à évoluer. Il a sorti Infidels, un album qui le ramenait à des thèmes plus familiers. On y retrouvait des thèmes religieux, mais il abordait aussi la politique et ses propres questionnements. Il a collaboré avec Mark Knopfler de Dire Straits après avoir refusé des propositions d'autres grands noms comme David Bowie et Frank Zappa. Mais Dylan étant Dylan, les séances d'enregistrement furent chaotiques. À un moment donné, il a même joué avec le papier aluminium de son sandwich dans un micro, juste pour semer la disanie. Et malgré l'enregistrement de chansons exceptionnelles comme Blind Willie McTell, il ne les a pas incluses sur l'album. Malgré tout, celui-ci a connu un franc succès. Disque d'or aux États-Unis, un titre classé dans le top 10 au Royaume-Uni et en Norvège. Lentement, il était de retour. En coulisses, Dylan menait une vie secrète. En 1986, il eut une fille avec l'une de ses choristes, Carolyn Dennis. Ils se marièrent à Los Angeles, mais personne n'était au courant. Ni la presse, ni les fans, ni même la plupart de ses amis. Ils ont tout dissimulé grâce à une loi leur permettant de faire sceller leur acte de mariage. L'acte de naissance ne mentionnait même pas Dylan comme père. Ce n'est qu'en 2001, lors de la parution d'une biographie, que la vérité a éclaté. Carolyn a déclaré plus tard qu'ils avaient agi ainsi pour protéger l'enfance de leur fille. Ils ont divorcé en 1992, mais ont gardé le secret jusqu'à la fin. Alors que sa vie privée restait secrète, sa carrière touchait le fond. Son album de 1986, Knocked Out Loaded, fut bâclé et d'une qualité très inégale. La critique le démolit. Rolling Stone le qualifia de déprimant. Dylan lui-même admit ne pas s'y être beaucoup investi. La situation ne s'améliora guère avec Down in the Groove en 1988. Il s'est mal vendu et a été par la suite considéré comme son pire album. Même la pochette fut une déception. À l'origine, elle devait représenter un homme chevauchant à reculons tout en jouant de la guitare, mais la maison de disques l'a refusé. Cela résumait toute cette période. Confuse, décousue et pleine d'occasions manquées. Mais alors que Dylan semblait sur le déclin, un événement inattendu se produisit.